congrès pour Netanyahou à Washington. Premier discours tout à l'heure devant l'AIPAC pour réaffirmer notamment la solidité du lien israélo-américain malgré les désaccords sur l'Iran. Offensive de l'armée irakienne pour reprendre la ville de Tikrit à l'État islamique. 30 000 hommes au moins seraient engagés dans cette bataille contre l'EI avec l'aide de la coalition. La violence au Caire en Égypte, nouvel attentat. Aujourd'hui, au moins 4 morts, plusieurs blessés. Une bombe a explosé non loin de la Cour suprême. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. C'est donc demain que Benyamin Netanyahou doit prononcer son fameux discours devant le Congrès américain. Ce sera à 18h, heure israélienne. Mais dès aujourd'hui, on peut parler d'une sorte de répétition générale devant les associations pro-israéliennes américaines, l'AIPAC, où Netanyahou s'est exprimé tout à l'heure. Vous l'avez suivi en direct également sur i24 News, évidemment pour parler de l'Iran, mais aussi de ces fameuses relations israélo-américaines dont on a tant parlé ces dernières semaines et bien sans doute pour rassurer un petit peu tout le monde, ce qui a été le cas aussi de la Maison-Blanche. On va en parler avec nos invités. Bonsoir Coletta Vital. Bonsoir. Vous êtes ancienne consul d'Israël aux États-Unis, à New York plus précisément. Bonsoir Dror Even Sapir, analyste politique. Vous avez suivi ce discours évidemment en direct tout à l'heure sur notre antenne. On ira également retrouver à Washington nos envoyés spéciaux, à la fois Elio Chenberg pour la chaîne anglophone et puis Mathias Inbar. Et puis vous entendrez également des réactions recueillies sur place donc à l'intervention du Premier ministre israélien. C'était tout à l'heure. The agency is not in a position to provide credible assurance about the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran. Simply focusing on whether or not Iran has a weapon and then now negotiating down where we're going to regulate it is just bad policy. What we're aiming for is an agreement that would prevent Iran from obtaining a nuclear weapon and allow the international community to verify it for themselves. We ally with others, most importantly the United States of America, to defend our common civilization against common threats. American leaders worry about the security of their country. Israeli leaders worry about the survival of their country. Voilà, discours donc de Benyamin Netanyahou tout à l'heure devant l'AIPAC à Washington. Première réaction là-dessus d'ailleurs, Coletta Vital. Évidemment, c'est pas la même teneur, peut-être la même ampleur de ce que dira demain Netanyahou au Congrès, mais on a un petit aperçu quand même. Bon, il faut dire que M. Netanyahou est un orateur assez extraordinaire, qu'il connaît exactement les rouages, qu'il sait exactement sur quel bouton appuyer et qu'il est venu parler à un public acquis à l'avance, le public d'AIPAC, 16 000 personnes pro-israéliennes. Ceci étant, il faut dire que la communauté juive aux États-Unis est très divisée en ce moment, que ce que vous voyez là et les applaudissements, ça ne représente pas nécessairement toute la communauté aux États-Unis. Il y a ceux qui s'opposent aussi. Et je crois peut-être que ce qui m'a frappé le plus, c'est qu'il a essayé de dire à son public, au public qui était là, que les relations israélo-américaines n'avaient jamais été aussi bonnes, que nous sommes au fait une famille et qu'il n'y a pas de problème. Oui, il y a une petite discorde, mais en famille, on a le droit de se chamailler. Je crois que c'est vraiment jeter la poudre aux yeux et que ce n'est pas le cas. Et nous verrons demain, mais cet affrontement du président des États-Unis, de la classe politique, semer la discorde entre les républicains et les démocrates, est-ce que vraiment c'était nécessaire?
Dror Even-Sapir, vous avez trouvé qu'il a trop insisté peut-être sur justement le moyen de rassurer tout le monde sur l'état des relations entre Israël et les États-Unis? C'était effectivement un des principaux objectifs de ce discours, puisque l'AIPAC, qui effectivement est un lobby puissant, c'est un lobby inquiet également, parce que c'est un lobby pro-israélien aux États-Unis qui a toujours été basé sur le fait ou sur l'idée que le soutien à Israël devait dépasser les clivages partisans aux États-Unis. Il devait être commun aux démocrates et aux républicains, et qu'il n'y avait pas un parti républicain qui serait plus proche d'Israël qu'un parti démocrate, ou inversement d'ailleurs. Hein. Il y a eu certaines périodes de l'histoire américaine où on avait plutôt l'impression que c'était le contraire. C'était les démocrates qui étaient plutôt proches d'Israël et les républicains plutôt éloignés. Je vous rappelle de l'époque de George Bush père. Et Nixon, bien évidemment, pour remonter un petit peu plus loin. Donc l'AIPAC a toujours insisté sur le soutien bipartisan des États-Unis à Israël. Et Benjamin Netanyahou donc est allé à la rencontre de délégués forcément enthousiastes, on a vu, parce que c'est un excellent orateur, Madame Avital l'a rappelé, et puis il était en terrain conquis devant un public tout à fait convaincu à ses arguments, mais un public, encore une fois, inquiet de voir peut-être ce consensus américain s'effriter du fait des très mauvaises relations, il faut appeler des choses par leur nom, entre l'administration Obama et le gouvernement Netanyahou. Et je dirais que les Juifs américains, même s'ils sont du côté de Netanyahou, sont divisés, c'est-à-dire ils se disent d'une part soutenir Israël et d'autre part soutenir aussi leur président. Et donc il y a un conflit à l'intérieur de chacun, ce qui s'appelle la double loyauté. Est-ce que de quel côté ils doivent se tourner? Je crois qu'il met la communauté juive, la moindre chose qu'on puisse dire, dans une situation très délicate. Alors, je voudrais qu'on revienne donc en images et un peu plus en détail sur ce qu'a dit Netanyahou tout à l'heure. Donc, à l'AIPAC, c'est un sujet préparé par Maxime Pérez. Premier temps fort et premier test réussi pour Benjamin Netanyahou à Washington. Devant 16 000 personnes réunies à la convention de l'AIPAC, le Premier ministre israélien a eu droit ce lundi à une longue standing ovation. Dans un contexte tendu, son discours d'une vingtaine de minutes a d'abord et surtout été un vibrant hommage à l'alliance israélo-américaine. Israël et les États-Unis continueront d'être côte à côte, car Israël et les États-Unis sont bien plus que de simples amis. Nous sommes comme une famille. Mais même dans une famille, les désaccords ne sont jamais faciles à vivre. Mais nous devons toujours nous rappeler que nous sommes une famille. À la veille d'une autre allocution majeure, cette fois au Congrès américain, Benjamin Netanyahou a tenu à clarifier sa position et éteindre la polémique suscitée par cette même intervention qui divise les camps républicains et démocrates. Mon discours n'a pas pour ambition d'imposer Israël dans le débat politique américain. La raison pour laquelle notre alliance ne cesse de se renforcer d'une décennie à l'autre, c'est qu'elle a toujours été défendue par les deux partis et cela ne doit pas changer. Auparavant, c'est l'ambassadrice américaine aux Nations Unies qui s'est exprimée devant l'AIPAC. Le ton était aussi à l'apaisement. Nous croyons fermement que la sécurité d'Israël et l'alliance entre les États-Unis et Israël transcendent la politique. Il en sera toujours ainsi. Mardi au Congrès, c'est une toute autre atmosphère qui attendra Benjamin Netanyahou. Un rendez-vous avec l'histoire que le Premier ministre israélien n'entend pas manquer, tout en s'efforçant de désamorcer la crise diplomatique avec la Maison-Blanche. Le secrétaire d'État américain John Kerry l'a déjà mis en garde contre toute révélation sélective sur les négociations en cours entre l'Iran et les grandes puissances. Alors voilà, effectivement, même si Netanyahou, dans son discours, a bien pris soin de préciser qu'il ne comptait pas porter atteinte à la préséance de Barack Obama, bon, il y a toujours quand même ces petits désaccords aussi qui subsistent avec Kerry, effectivement, qui dit certes Israël est notre allié, mais il ne doit pas faire de révélations sélectives aussi sur l'accord iranien. Il y a quand même toujours ce désaccord. Et c'est justement sur ce point qu'il faut insister. Je crois que, d'après ce que j'ai compris, Netanyahou va parler demain du contenu à partir de fuites qu'il a reçues et pas de documents précis sur le contenu de l'accord entre les États-Unis, enfin les grandes puissances et l'Iran.
ce n'est pas confirmé, c'est-à-dire ce sont des fuites qui n'ont pas été confirmées. Alors maintenant, figurez-vous que Netanyahou serait en négociation, en pleine négociation à Mahmoud Abbas, négociation secrète, qu'il ne veut pas révéler au public, et que le président des États-Unis vienne à la Knesset et apprenne au grand public israélien et à tout le monde le contenu de ces négociations. Est-ce que c'est une chose que l'on fait? Je trouve ça, à partir tout, c'est-à-dire à partir le fait qu'il y va, à partir le fait qu'il le fait contrairement à tout protocole, en affrontant le président des États-Unis, est-ce que, ceci faisant, il ne porte pas un coup mortel à un possible accord qui peut-être ne serait pas mauvais? Et est-ce que cela ne réjouit pas en ce moment les Iraniens? Il faut se poser ces questions. Il faut essayer peut-être de comprendre ce qui peut se passer dans l'esprit de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou est persuadé qu'il n'a rien à attendre du côté de la Maison-Blanche et que la communauté internationale, sous l'égide des Américains... C'est pour ça qu'il dit que nous sommes mishpuche. Voilà. Entre les deux nations, mais peut-être pas entre les deux gouvernements. Famille, hein. Mishpuche, ça veut dire famille, hein, pour ceux de nos spectateurs qui ne seraient pas familiers avec les subtilités de l'hébreu ou du yiddish plutôt dans ce cas-là. En tout cas, Binyamin Netanyahou est persuadé qu'il n'a rien à attendre d'une administration Obama qui, semble-t-il, d'après Netanyahou, en tout cas, veut coûte que coûte parvenir à un accord avec l'Iran sur son programme nucléaire, et que par conséquent, le Congrès, représente, le Congrès en majorité républicain, représente le dernier recours de Binyamin Netanyahou et des Israéliens pour empêcher la conclusion d'un accord. Parce que le président a le droit de voter contre, c'est-à-dire... À moins qu'au Congrès se dégage une majorité spéciale qui peut peut-être imposer ses volontés au président américain. Et finalement, le dernier mot appartient à Obama, en tous les cas. Il y a peut-être un autre objectif qui sera celui de Binyamin Netanyahou. C'est justement, et d'où les méthodes un petit peu rudes, effectivement, du Premier ministre israélien, c'est de créer une atmosphère d'électrochoc aux États-Unis, dans le débat public américain, pour que de plus en plus d'éditorialistes, d'analystes, commencent à se poser de sérieuses questions sur l'accord en gestation entre la communauté internationale et l'Iran, et sur peut-être le côté dangereux de certaines clauses de l'accord qui pourraient, pour l'instant rien n'est certain, mais évidemment qui pourraient être conclues. C'est peut-être ça aussi l'objectif de Binyamin Netanyahou, et si c'est ça son objectif, peut-être que ces méthodes sont légitimes. Vous pensez qu'il va être mauvais, cet accord qui va être conclu par les Américains? Je ne sais pas. On ne sait pas. Nous ne savons pas quels sont les contours de cet accord. Nous savons, je dois vous dire une chose, parce qu'il y a un accord tel que celui-ci est très compliqué. Il y a beaucoup de clauses, il y a beaucoup de ce qui s'appelle paramètres. Et je vous donne juste un exemple. Il y a 2 ans, Benjamin Netanyahu parlait aux Nations Unies avec son fameux, si vous vous souvenez, son fameux dessin. Et il disait que la chose la plus dangereuse, c'est que l'Iran développerait l'uranium à plus que 20% et qu'il faut s'arrêter là. Or, nous savons aujourd'hui, de toutes sources sûres, que l'Iran n'enrichit plus l'uranium à 20%, mais bien moins, et qu'il s'est engagé et qu'il respecte cette clause-là. Donc, vous voyez déjà que une partie de cet accord ne peut pas être mauvaise, mais il y a bien d'autres parties et nous ne savons pas en ce moment, et cela dépend du tout. Et je crois personnellement, je ne vois pas pourquoi les États-Unis signeraient un accord avec l'Iran qui leur donnerait finalement la possibilité d'avoir l'arme nucléaire. Je crois qu'ils se sont engagés. Alors, moi, je crois qu'il aurait fallu attendre, peut-être avoir des contacts beaucoup plus serrés avec les États-Unis pour savoir ce qui est en train de se préparer, et non pas de courir sur la place publique avec des éléments qui ne sont pas du tout certains et qui créent toute une dynamique. Effectivement, ce que vous parlez est vrai, c'est qu'il y a de plus en plus de discussions entre les éditorialistes et le public américain, mais peut-être basées sur des fausses informations, sait-on jamais. Bon, il y a toujours des interrogations. À l'AEIA, encore son président, aujourd'hui on l'a vu un extrait tout à l'heure, disait, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, que l'Iran ne lève pas toutes les interrogations quant aux demandes qui lui sont faites par l'AEIA. Et donc il y a toujours des zones d'ombre. Je pense que si
si on simplifie un petit peu les choses sans entrer dans les détails d'un accord dont on ne connaît pas les paramètres à ce stade-là, c'est évident. Benyamin Netanyahou, le gouvernement israélien, la plupart des Israéliens, la majorité des Israéliens, il faut le dire, considèrent, et ils ne sont pas les seuls, que l'administration Obama a fait preuve d'une certaine naïveté dans sa manière de gérer les affaires moyen-orientales, face à la menace islamiste, dans d'autres dossiers également, et que dans sa manière de gérer ce dossier très délicat du nucléaire iranien, elle fait à nouveau preuve d'une certaine forme de naïveté, d'un certain manque de discernement concernant peut-être la manière de voir les choses au Moyen-Orient. Heureusement que Netanyahou est là pour leur apprendre une leçon. Alors, écoutez, c'est ce que toute ironie mise de côté, je pense que sincèrement, Benyamin Netanyahou se sent investi d'une mission et il considère que Barack Obama et ses conseillers ne prennent pas toute la mesure de la complexité des affaires moyen-orientales. Et il est vrai que la politique étrangère de Barack Obama et de son administration dans la région n'a pas été qualifiée d'une franche réussite. Ouais. Alors, je voudrais qu'on écoute, les administrations précédentes non plus, faut-il le dire. Mais attendons, je crois que ce qui est intéressant pour les deux, Obama et Benjamin Netanyahou, c'est que chacun d'eux veut entrer dans l'histoire veut laisser quelque chose derrière dans l'histoire. Pour Obama, probablement, c'est l'accord avec l'Iran. Pour Netanyahou, c'est le contraire. Mais on verra exactement qui entre et comment dans l'histoire. Alors, on continue évidemment à évoquer ce qui va se passer aussi demain au Congrès. D'ailleurs, ce soir, selon les estimations de la presse américaine, il y aurait 1/6 des membres démocrates de ce Congrès qui boycotteraient le discours. On verra des sièges vides. Voilà, on verra des sièges vides, donc ce qui peut aussi avoir un impact. 1/6, c'est... Il y a même des républicains qui se sont prononcés contre. Donc ça, c'est pour l'impact, effectivement, avant même le discours. On va voir aussi comment a été perçu tout à l'heure par les Américains qui étaient dans la salle, et donc les représentants des associations juives ou pro-israéliennes américaines qui étaient dans la salle, selon le grand lobby de l'AIPAC. Ce discours de Netanyahou, ce sont des réactions qui ont été recueillies sur place par nos envoyés spéciaux Elliot Schenberg et Mathias Inbar. Et parmi ceux qui réagissent, il y a notamment le directeur de la Ligue anti-diffamation, qui est donc une association aussi de défense d'Israël aux États-Unis, Abraham Foxman. C'était très important d'apaiser les tensions, et il a apaisé les tensions. Il a parlé du bipartisme, il a parlé de respect pour le président et l'administration américaine, et enfin il a parlé de famille. Ça ne règle évidemment pas tout, mais ça réduit les tensions, ce qui est très important, car les États-Unis et Israël ont en commun le désir et le besoin d'empêcher un Iran nucléaire. Je pense que ça n'a rien de personnel contre M. Netanyahou. Je pense qu'il s'y est mal pris et je sens qu'il n'est pas le bienvenu ici, pour dire les choses poliment. Certainement, car dans une période comme celle-là, ils seront à notre congrès pour nous sensibiliser sur l'importance de ce qui se passe. Je sens que cette invitation n'a pas été faite de la meilleure façon, mais il est très important qu'il vienne s'adresser au Congrès. Je ne pense pas que ça finira mal, mais il est bien sûr très important qu'il vienne s'adresser à l'AIPAC et au Congrès. La plupart des gens ici et moi-même soutenons le Premier ministre. Je pense que son discours au Congrès aurait pu être orchestré d'une manière moins controversée, politiquement parlant. Mais je pense que l'Iran reste le sujet le plus urgent. Voilà, donc il y a la forme et le fond. Et effectivement, la forme qui a pris cette invitation n'est pas très appréciée côté américain. Invitation entre guillemets. Ouais. Alors c'est John Bonner et l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis qui auraient. Paraît-il, voilà. oui. C'est ce que c'est pas les seuls. Il y a encore un personnage qui tire les ficelles dans les coulisses. C'est M. Sheldon Adelson, nous le savons très bien. Il a une passion pour. Donc qui est un peu le financier, on va dire, de Netanyahou. D'une campagne anti-Obama surtout. Ouais. Et donc, je crois que pour certains, ça a été perçu comme rendre un service aux républicains contre Obama. Et je crois qu'aucun Premier ministre d'Israël ne devrait entrer dans ce jeu intérieur aux États-Unis.
Je pense qu'encore une fois, il y a effectivement des différences partisanes, mais qui correspondent à de réelles différences idéologiques, à de réelles différences dans la manière de voir les choses, dans la manière de voir, de percevoir la menace qui provient de l'Iran, dans la manière aussi peut-être de parier sur le futur, parce que dans l'accord qui est en gestation, semble-t-il, les Américains parient sur une évolution vers davantage de libéralisme peut-être du régime iranien. Et c'est vrai que la société iranienne peut évoluer parfois vers un sens contraire à celui d'autres pays du monde arabo-musulman, vers davantage d'ouverture. Mais en tout cas, si le régime parvient à être sur le point de devenir une puissance nucléaire, ça ne va pas l'inciter à davantage d'ouverture tout de même. Donc il y a effectivement un jeu partisan entre des différents partis politiques israéliens et américains, mais il y a aussi de réelles différences de conception et de vision des choses. Sans aucun doute. Mais est-ce que c'est le rôle d'un Premier ministre de souligner ces différences, de donner au monde l'image du fait qu'Israël se confronte aux États-Unis, lorsque c'est notre plus grand allié un peu partout, aux Nations Unies et un peu partout? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire ça autrement? À supposer même, et je crois très sincèrement, que M. Netanyahou est très inquiet sur le dossier d'Iran. Nous le savons depuis quelques années. C'est son sujet, disons, préféré et il pense surtout à cela tout le temps. Est-ce qu'il n'aurait pas pu s'y prendre autrement? Est-ce qu'il ne connaît pas les règles du jeu? Est-ce qu'il aurait été nécessaire de se mettre, monsieur le président des États-Unis et le Parti démocrate à dos? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'aurait pas pu agir après les élections, prévenir l'administration américaine, travailler ensemble avec l'administration américaine et dire « je sens que c'est mon devoir de venir et de parler au public américain et je veux coordonner ma visite avec vous ». Est-ce que ça n'aurait pas pu se passer comme ça? Peut-être que ça aurait pu se passer comme ça. Malgré les différences idéologiques et surtout peut-être parce qu'il y a ces différences idéologiques, est-ce qu'il faut couper, s'éloigner ou essayer de se rapprocher en convaincant? Je pense encore une fois que Benjamin Netanyahou a perdu, semble-t-il, tout espoir de convaincre par la manière douce, en quelque sorte, l'administration américaine. Et à supposer qu'il sera réélu, comment est-ce qu'il vivra avec cette administration? Et encore, effectivement, Barack Obama pendant 2 ans à la Maison-Blanche, et il va falloir, bien évidemment, que des deux côtés, on parvienne à de meilleures relations. D'ailleurs, et Netanyahou a insisté sur ce point, et c'est vrai, sur les questions stratégiques, sécuritaires, la coopération entre les Américains et les Israéliens est au beau fixe. Il n'y a pas de... Dans le discours et dans le ton, il y a un problème. Donc il ne faut pas tout le temps dire au public, et donc il ne faut pas dire au public israélien tout le temps qu'Obama c'est le grand vilain, c'est l'ennemi d'Israël quand même. C'est pas ce qu'il a dit, au contraire. Benjamin Netanyahou non, il n'a pas dit aux États-Unis qu'il respectait le président américain et qu'il reconnaissait son œuvre en faveur de la sécurité d'Israël. L'image d'Obama en Israël n'est pas bonne pour le président américain. Nous parlons aussi de cette campagne électorale où l'on souligne cette confrontation entre Israël et les mauvais Américains, en oubliant ce que les États-Unis font pour l'État d'Israël, y compris vraiment dans le domaine de la sécurité où la coopération n'a été jamais aussi profonde. Alors, je voudrais que justement, parce qu'au moment où Netanyahou est à Washington, par un hasard du calendrier diplomatique, Kerry, lui, est à Genève, à la fois pour rencontrer Zarif, son homologue iranien, et parler donc du nucléaire, mais aussi pour défendre Israël devant la commission de l'ONU pour les droits de l'homme, qui lance beaucoup d'enquêtes, justement, visant Israël, notamment après ce qui s'est passé à Gaza et le conflit avec le Hamas l'été dernier. Eh bien, aujourd'hui, John Kerry a pris la parole pour défendre Israël devant cette commission. C'est assez rare pour être souligné. Regardez. Personne dans cette salle ne peut nier que l'on se concentre de façon disproportionnée sur un seul pays démocratique. Il faut dire que l'obsession du Conseil des droits de l'homme pour Israël risque de nuire à la crédibilité de l'organisation tout entière. Cela pourrait être un frein aux mesures que nous avons à prendre. Il ne doit faire aucun doute que les États-Unis considéreront les choses d'une manière que j'espère équitable et objective. Mais nous nous opposerons à toute tentative de la part d'un groupe ou d'un membre lié à l'ONU de délégitimer et isoler Israël de façon arbitraire et constante.
Voilà, c'est une mise au point. C'est à ce sujet, sur ce monsieur, que certains ministres israéliens ont dit qu'il est obsessif, qu'il ne comprend rien, qu'il n'est pas pro-israélien, etc. Si nous n'avions pas M. Kerry, qui exactement nous défendrait là-bas? Je pense qu'il n'y a aucun doute, effectivement, sur les relations privilégiées qu'entretient John Kerry avec Israël, sur l'attachement qu'éprouve John Kerry pour Israël. D'ailleurs, Avigdor Lieberman, qui n'est pas à proprement parler un proche du Parti démocrate aux États-Unis, l'a reconnu et entretient de très bonnes relations avec son homologue américain, John Kerry. Madame Avital faisait référence à des propos tenus par le ministre israélien de la Défense, Moshe Yaalon, qui reprochait à John Kerry son éventuelle obsession notamment sur le processus de paix. Et le fait est que les efforts entrepris par Kerry pour relancer la machine entre Israéliens et Palestiniens n'ont rien donné. C'est peut-être pas de sa faute, mais là aussi certains en Israël ont considéré qu'avec cet exemple-là, eh bien, les États-Unis avaient une nouvelle fois péché par excès de naïveté. D'ailleurs, les Palestiniens annoncent aujourd'hui qu'ils déposeront le 1er avril, comme c'était prévu, dès leur adhésion donc, à la Cour pénale internationale, une première plainte contre Israël après donc à la fois ce qui s'est passé à Gaza. Ce n'est pas un poisson d'avril. Et ce n'est pas un poisson d'avril, même si ça tombera ce jour-là. Nul doute que les Américains aussi auront sans doute là à venir épauler Israël. Alors demain, c'est juste pour le symbole, mais John Bonner, donc le speaker, le président de la Chambre des représentants, offrira à Netanyahou un buste de Churchill, parce qu'il est le premier dirigeant à s'exprimer 3 fois au Congrès, ce qui n'est jamais arrivé depuis Churchill. Il faut y voir un symbole aussi sur le côté résistance. Et je crois que c'est aussi exactement l'image que Netanyahou se fait de soi-même, de lui-même. Il veut être... Je crois d'ailleurs qu'il a un portrait de Churchill dans son bureau de Premier ministre. Bon, il en aura 2. Voilà. Il en aura 2. Maintenant, est-ce que cela signifie que Netanyahou va promettre aux Israéliens de la sueur, du sang et des larmes, comme Churchill avait promis au peuple britannique? Alors, bien évidemment, c'est là que la comparaison s'arrête, mais plus sérieusement, effectivement, Churchill est un modèle pour Netanyahou. La sueur existe tout le temps. Bon, en tout cas, ce sera demain, 18h, heure d'Israël. Ce sera en direct, évidemment, sur i24 News, ce discours de Benjamin Netanyahou devant le Congrès, donc, pour évoquer ce fameux accord en gestation entre l'Iran et le groupe des 5+1 sur le nucléaire. On va en reparler d'ici là. On sera dans un instant en direct de Washington avec notre envoyé spécial Mathias Inbar pour faire un point de cette journée, qui n'est pas terminée là-bas. Il y a encore d'autres rendez-vous pour le Premier ministre israélien. Merci Colette Avital. Merci Dror Even Sapir. Et donc, dans un instant, la suite du Grand Direct. On parlera également de la situation en Irak, en Égypte, avec un nouvel attentat aujourd'hui au Caire. Et puis également une vidéo qui montre peut-être une nouvelle bavure dramatique de la police américaine. Cette fois, ça se passe à Los Angeles. On en parle dans un instant. Restez avec nous. Un avant-goût de congrès pour Netanyahou à Washington. Premier discours prononcé tout à l'heure devant l'AIPAC pour réaffirmer notamment la solidité du lien israélo-américain malgré les désaccords sur l'Iran. On sera en direct de Washington dans un instant. Offensive de l'armée irakienne pour reprendre la ville de Tikrit à l'État islamique. 30 000 hommes au moins seraient engagés dans cette bataille avec l'aide de la coalition internationale. La violence au Caire en Égypte avec un nouvel attentat aujourd'hui, au moins 4 morts, plusieurs blessés. Cela s'est passé non loin de la Cour suprême égyptienne. Et on va donc retourner tout de suite à Washington pour savoir comment ce premier discours de Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a été perçu. Discours prononcé tout à l'heure, et vous l'avez vécu en direct sur notre antenne, devant l'AIPAC, l'association des organisations pro-israéliennes aux États-Unis. C'est un lobby très puissant qui aussi a un impact très important dans la vie politique américaine. On va retrouver tout de suite Mathias Inbar, notre envoyé spécial en direct de Washington. Bonjour à vous Mathias, puisqu'il est beaucoup plus tôt là-bas. Qu'est-ce qu'on retient de ce discours, de ce premier discours de Benjamin Netanyahou ? Bien Jean-Charles, juste pour corroborer vos propos, finalement, voilà le catalogue de l'AIPAC, This is Israel, c'est Israël, voilà ce que représente l'AIPAC
dans cette relation très étroite entre Israël et l'AIPAC. Alors, pour répondre à votre question, un discours particulièrement attendu et surtout soutenu de la part de Benyamin Netanyahou. Il a été accueilli en véritable guest star. 16 000 personnes, figurez-vous, presque un stade de foot, qui se lèvent pour applaudir le Premier ministre israélien sous fond de musique rock-pop. Donc bref, un discours attendu, presque acquis à sa cause, où il a défendu sa politique étrangère, notamment sur le traitement du dossier iranien. Alors il a dit qu'il ne dévoilera pas le contenu de son discours attendu demain au Congrès, mais en tout cas il a presque parlé de ces dossiers iraniens, du dossier de Daesh, de l'influence de Daesh dans la région, mais également des relations entre les États-Unis et Israël. Il s'est adressé aux Américains, aux organisations juives nord-américaines. Il leur a dit, on n'est pas toujours obligé d'être en accord, mais nous sommes une famille et il y a des querelles dans les familles, il faut juste passer outre. Donc on a l'impression, Mathias, ce soir, en tout cas, qu'on essaie de jouer l'apaisement à la fois côté israélien et puis côté américain. Oui, complètement, Jean-Charles. Alors, effectivement, John Kerry n'est pas aux États-Unis, il est à Genève pour mener ces négociations entre l'Iran et les 5+1. Mais force est de constater effectivement qu'il y a en tout cas un apaisement du côté israélien. L'un des membres influents de la délégation israélienne, Yossi Cohen, le conseiller à la sécurité nationale, nous a dit il y a quelques instants que le ton était à l'apaisement parce que demain, ça sera véritablement le vrai test pour Benyamin Netanyahou. Il s'adressera aux Américains, surtout à leurs élus. Il le sait, plus de 20 élus américains ne seront pas dans le Congrès, boycotteront le discours de Benyamin Netanyahou et il veut faire en sorte, le Premier ministre israélien, d'abaisser les tensions, même si, effectivement, lorsque Tzachi Hanegbi, le vice-ministre des Affaires étrangères, sort de la conférence, il nous dit « J'ai beau regarder à droite et à gauche, je ne vois pas de membres influents de l'administration américaine aujourd'hui à l'AIPAC. » C'était pourtant le cas l'année dernière. Donc bref, pour l'instant, apaisement des tensions. Est-ce qu'il y a des preuves dans cet abaissement des tensions? On le verra dans les quelques jours, parce que les Américains ne veulent pas et ne l'entendent pas de cette oreille. Benyamin Netanyahou l'a dit, il veut donner des renseignements. Il aurait des renseignements à donner sur les négociations en cours à Genève. Ce n'est pas du goût des Américains. Ils ne veulent pas qu'il y ait de fuite, tout simplement parce qu'ils ne voudraient pas qu'il y ait une voie sans issue le 24 mars prochain, date butoir des négociations avec l'Iran. Dernière question, Mathias. Le programme de Netanyahou, justement, jusqu'à ce discours du Congrès demain, quel est-il? Politique? Aujourd'hui, il va affiner les derniers mots de son discours. Il doit rencontrer, alors ça c'est une information pour l'instant off the record, mais il doit rencontrer quelques membres influents de l'équipe républicaine du Congrès pour peut-être effectivement de nouveau abaisser les tensions. En attendant, son grand discours est attendu à 10h, heure locale américaine au Congrès. Nous sommes conviés, tous les journalistes, 2 heures avant, tout simplement parce que je peux vous dire qu'il y a une sécurité impressionnante ici dans les rues de Washington, que ce soit pour les services de sécurité israéliens ou les services de sécurité américains. Tout est pris au sérieux. Derrière, juste après ce discours tant attendu dont on parle depuis un mois de Benyamin Netanyahou, elle rencontrera les élus démocrates et républicains pour essayer de nouveau d'abaisser les tensions, parce que quel que soit le vainqueur le 17 mars prochain, et si c'est Benyamin Netanyahou pour les élections israéliennes, il va falloir encore travailler 2 ans avec Barack Obama. Merci Mathias Inbar, donc en direct de Washington après ce discours à l'AIPAC. On vous retrouve évidemment tout au long de cette visite. Et puis bien sûr, édition spéciale demain dès 17h, 17h30 pour donc ce discours que doit prononcer Netanyahou au Congrès américain. L'armée irakienne a lancé une vaste offensive pour reprendre possession de la ville de Tikrit. C'est une ville symbole en Irak, car c'est notamment là où est né Saddam Hussein, l'ancien dictateur irakien. Tikrit qui a été prise par l'État islamique il y a de cela plusieurs mois, et il pourrait s'agir d'une première étape d'un plan beaucoup plus vaste visant à chasser le de plusieurs de ses positions. Maxime Pérez. Depuis 24 heures, l'armée irakienne mène l'une de ses opérations les plus ambitieuses pour faire reculer les djihadistes de l'État islamique. Elle vise Tikrit, ville symbole dont était originaire l'ancien dictateur Saddam Hussein. 30 000 hommes, dont près de 20 000 volontaires chiites, seraient impliqués dans cette offensive. Dans un communiqué, l'armée irakienne affirme que des chasseurs bombardiers, des hélicoptères et même l'artillerie visent Tikrit sans interruption pour assurer la progression des forces pro-gouvernementales
et couper les voies de ravitaillement. Selon des sources sécuritaires, les opérations seraient coordonnées sur 3 axes au nord et au sud de la ville. L'armée irakienne progresse également sur des routes secondaires afin d'empêcher la fuite des combattants de Daesh. En cas d'enlisement, Bagdad n'exclut pas d'appeler à la rescousse les forces de la coalition, toujours engagées dans des frappes d'envergure. Les djihadistes s'étaient emparés de cette ville en juin dernier, à la faveur d'une percée fulgurante dans le nord et l'ouest de l'Irak. Depuis, le groupe de l'État islamique impose sa loi et multiplie les atrocités. Ces dernières heures à Tikrit, 4 membres d'une tribu sunnite ont ainsi été exécutés par Daesh. Alors en ligne avec nous, notre expert militaire pour le Moyen-Orient, Jacques Neria. Bonsoir Jacques. Oui, bonsoir Jean-Charles. Est-ce qu'on peut imaginer que cette offensive de l'armée irakienne est menée aussi en très proche coordination avec les Américains, parce qu'on sait que l'armée irakienne était quand même très désorganisée ces derniers temps? Écoutez, coordination avec les Américains, certainement, avec la coalition menée par les Américains, certainement oui. Est-ce que nous sommes au début d'une grande opération d'envergure qui va tout simplement déferler sur l'Irak et déraciner l'État islamique? Loin de là. Loin de là, on parle quand même, comme l'a dit si bien Maxime Pérez, d'une majorité de chiites, de volontaires chiites qui se battent aux côtés d'une petite armée irakienne qui n'est pas encore formée. Malgré cela, il faut noter que l'État islamique a subi pas mal de revers tactiques et stratégiques dernièrement, surtout face aux Kurdes, donc dans la région de Kobané, rappelez-vous, Tal el-Arab, aussi dans le Sinjar, à côté de Kirkouk. Il y a un certain repli, mais il ne faut pas trop exagérer cela. Il faudra attendre naturellement qu'il y ait une offensive beaucoup plus sérieuse pour les déloger de Tikrit, c'est d'un, et surtout, je dirais, la ville symbole, c'est Mossoul. Si Mossoul tombe aux mains des loyalistes, aux mains du gouvernement irakien, là, ça sera un changement radical. Est-ce qu'aujourd'hui, l'État islamique, Jacques, a les moyens de conserver un aussi vaste territoire? Est-ce qu'ils ne risquent pas d'être coupés, finalement, un jour de leur base située en Syrie? Écoutez, ils sont l'État islamique aujourd'hui règne, je dirais très bien, ou bien gère un État qui est aussi grand que l'Angleterre. Donc ça, c'est d'un. 2, il a depuis quelque temps entrepris une mobilisation générale de tous ceux qui peuvent être sous les armes. Il les entraîne. Je ne parle pas d'enfants, je parle d'adolescents et plus que cela. Ce qui fait qu'il y a quand même une certaine... l'État islamique est un État avec des structures, avec avec une administration très forte, et pour l'instant, ça n'a pas l'air de craquer, ça a l'air au contraire de bien se soutenir, et malgré les coups qui sont donnés à l'État islamique n'a pas encore, je dirais, n'est pas en déroute. Est-ce que l'Iran, dernière question Jacques, est-ce que l'Iran participe selon vous à cette opération? Est-ce que l'armée iranienne est présente dans cette opération contre Tikrit? L'armée iranienne, je ne pourrais pas vous dire, mais certainement des conseillers, oui. On sait très bien que Qasem Soleimani, le chef de la division du Moyen-Orient iranienne, est sur place tout le temps. Les conseillers iraniens conseillent, entraînent les différentes milices chiites. Ils sont présents dans l'organisation, dans l'entraînement et dans la planification des attaques. Certainement là. Je vous rappelle aussi que les premiers avions arrivés en Irak après le début de l'offensive de l'État islamique étaient des avions qui sont arrivés d'Iran. Merci Jacques Neria, donc expert pour les affaires militaires sur i24 News. En Égypte, situation inquiétante également alors que le pouvoir vient de désigner le Hamas comme l'une de ses cibles dans sa lutte contre le terrorisme. Un nouvel attentat a eu lieu aujourd'hui au Caire. Une bombe a explosé près de l'endroit où se trouve la Cour suprême égyptienne. Il y aurait, selon un premier bilan, 4 morts et au moins une dizaine de blessés. Léa Berdugo. Le Caire, touché par une nouvelle attaque. Dans un quartier très animé, en pleine heure de pointe, une bombe a explosé près de la Cour suprême égyptienne. En octobre dernier, 12 personnes avaient déjà été blessées dans l'explosion d'une bombe près du bâtiment. Dimanche soir, c'est la ville d'Assouan qui a été le théâtre d'une explosion causant la mort de 2 personnes. Jeudi, un Égyptien a été tué dans une explosion au Caire. La capitale avait été visée la même journée par 4 autres attaques à la bombe.
Depuis la destitution de Mohamed Morsi en juillet 2013, ce type d'attentat est fréquent en Égypte. Des groupes djihadistes y multiplient les attaques contre les forces de sécurité. Ils disent agir en représailles à la sanglante répression menée par le pouvoir égyptien contre les islamistes. Dans les mois qui ont suivi l'éviction de Mohamed Morsi, au moins 1400 manifestants islamistes ont été tués, plus de 15 000 sympathisants emprisonnés. Et à propos de Gaza, mais côté israélien cette fois, les services de sécurité intérieure viennent de démanteler un réseau de trafiquants qui fournissaient au Hamas des matériaux de construction utilisés notamment pour construire des tunnels terroristes. 3 Israéliens ont été arrêtés. David Klezewski. L'appât du gain est un travers qui peut parfois rapprocher Israéliens et Palestiniens. La plus vaste affaire de contrebande présumée a été mise au jour par la police et les services secrets. Elle impliquerait un réseau de 26 personnes, parmi elles Israéliens juifs et arabes, mais aussi Palestiniens de Gaza. L'acte d'accusation publié aujourd'hui fait référence à de nombreuses infractions. Blanchiment d'argent, fraude fiscale, contact avec un agent étranger, mais surtout transfert de marchandises illégales à des groupes terroristes. Car au bout de la chaîne, le Hamas, les matériaux saisis par la police ont été déjà retrouvés par le passé dans plusieurs installations militaires construites par les islamistes. À droite de l'écran, câbles, générateurs et outils de forage. À gauche, ces mêmes matières premières et outillages qui ont servi au Hamas à construire armes et tunnels d'attaque vers Israël. L'homme en question, résident de la bande de Gaza, était connu des services de sécurité et selon des informations du Shabak, était lié à des organisations terroristes au sein de la bande de Gaza. Dès ce moment-là commence une enquête conjointe de la police et du Shabak pour traquer les personnes impliquées dans l'affaire. L'enquête a débuté début 2014, il y a un an, après qu'un camion suspect a attiré l'attention des agents de sécurité. Les investigations ont alors permis de découvrir un réseau aux ramifications nombreuses. Un résident d'un village agricole proche de la bande de Gaza s'est servi d'une société écran pour masquer le transfert de matériaux illégaux au Hamas par le biais d'un intermédiaire. 2 hommes d'affaires de la région de Tel Aviv seraient aussi impliqués. Ils sont accusés d'avoir facilité l'acheminement des matériaux à travers différentes usines et camions qui prenaient la route vers la bande de Gaza. Les autorités israéliennes craignent que les islamistes puissent reconstruire leurs tunnels offensifs contre les villes et les villages du sud du pays. La défense, pour sa part, nie toute implication dans ce scandale de contrebande. Certains avocats soulignent qu'un important commerce se déroule de manière parfaitement légale avec les autorités en place à Gaza, c'est-à-dire ces dernières années avec le Hamas. Chaque jour, plusieurs centaines de camions transitent depuis Israël vers la bande de Gaza par le point de passage de Keren Shalom. Cette autorité du Hamas est tout entière une autorité ennemie et Israël entretient avec elle des liens économiques, des liens d'affaires et elle transmet de l'argent et des marchandises. Le commerce dont il est question ici est légal. Il a été mené par des gens autorisés à acheter et cela pendant des années, sans le cacher à l'État, à l'armée, aux autorités et tout cela sera prouvé au procès. Soyez patients, tout cela sera prouvé. Ce que l'affaire met en lumière, en tout cas, c'est la quantité d'argent et de liquidités dont disposent les hommes d'affaires proches du Hamas, voire le Hamas lui-même, dans la bande de Gaza. Pour faire acheminer l'ensemble de ces matériaux, plusieurs centaines de milliers de dollars ont été versés et retrouvés dans le compte en banque des 3 Israéliens arrêtés. En début de semaine, un commandant de la branche armée du Hamas, Marwan Issa, a annoncé que le groupe islamiste avait l'intention de doubler son arsenal de roquettes et de missiles pour préparer les prochains conflits avec Israël. Un soldat ukrainien a été tué dans l'est du pays au cours des dernières 24 heures, mais le cessez-le-feu reste néanmoins globalement respecté. Aujourd'hui à Genève, les 2 ministres des Affaires étrangères russes et américains se sont retrouvés dans un climat alourdi par l'assassinat récent de l'opposant russe Boris Nemtsov. Leslie Rezoug. 80 minutes, c'est le temps qu'aura duré la rencontre de John Kerry et Sergueï Lavrov ce lundi. Les ministres des Affaires étrangères russes et américains se sont entretenus à l'occasion de la 28e rencontre sur les droits de l'homme à Genève. Premier sujet abordé, la mort de l'opposant russe Boris Nemtsov il y a 2 jours. Alors que la Maison-Blanche réclame la vérité sur les causes du décès de l'opposant politique, Sergueï Lavrov l'a assuré, l'enquête sera menée de façon impartiale. Mais cette actualité n'a pas fait oublier aux 2 ministres des Affaires étrangères le sort des Ukrainiens de l'Est. Ils sont torturés, les femmes sont violées et agressées sexuellement. Ils sont détenus arbitrairement, enlevés contre une rançon, poursuivis et persécutés à cause de ce qu'ils sont.
Et le Haut-Commissariat aux réfugiés doit faire la lumière afin d'aider à dénoncer les coupables qui violent les droits de l'homme. Mais selon Sergueï Lavrov, la mise en place de l'accord de Minsk signé le 15 février dernier dépend surtout de l'attitude des autorités ukrainiennes. Nous appelons les dirigeants ukrainiens à prendre leur distance avec ce parti de la guerre et d'autres extrémistes. Ils doivent poursuivre leur chemin vers la paix et la réconciliation dans une société ukrainienne multiethnique. Et un rapport vient renforcer les préoccupations autour des ravages de la guerre. Ce lundi, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a annoncé que plus de 6000 personnes avaient été tuées en Ukraine depuis le début des violences en avril 2014. Et la situation ne semble pas s'améliorer. Depuis notre dernier rapport, il y a eu une escalade marquée des hostilités, en particulier en janvier et dans la première partie de février. Ce qui a conduit à une augmentation des violations du droit international, des droits humains et les lois humanitaires internationales, avec des conséquences dévastatrices pour la population locale. Reste désormais à savoir si cette nouvelle rencontre pourra permettre de relancer le dialogue entre dirigeants ukrainiens et russes afin de pérenniser enfin l'accord de Minsk. Et justement à Moscou, les regards restent évidemment tournés vers l'enquête que mène la police russe pour retrouver les auteurs de l'assassinat de Nemtsov. Des images de vidéosurveillance ont notamment été dévoilées. Regardez. Un nouvel élément pour tenter de faire la lumière sur l'assassinat de Boris Nemtsov. Sur ces images, on voit l'opposant politique marcher sur un pont aux abords du Kremlin avec sa compagne ukrainienne, Anna Douritskaya. On aperçoit un camion s'arrêter à la hauteur du couple avant de repartir. Peu de temps après, Boris Nemtsov était abattu. Un moment qui n'a pas été capturé par la caméra. De plus, la mauvaise qualité de la vidéosurveillance va être un élément difficile à exploiter pour les services de police. Des services qui s'intéressent désormais à la compagne de Boris Nemtsov. Interrogée à la télévision russe, elle se plaint d'être retenue dans le pays. Pendant 3 jours, j'ai été escortée par des gardes du corps. J'ai dû suivre la police devant une commission d'enquête. Ils m'ont interrogée. Ils ne m'expliquent rien, ni quand je serai libérée, ni la raison pour laquelle ils me retiennent ici. Des recherches qui se poursuivent même si Boris Nemtsov était un farouche opposant au pouvoir hégémonique du président russe Vladimir Poutine. Dans une interview radio quelques heures seulement avant sa mort, il martelait l'importance d'une vie politique plus transparente. Bien sûr, nous devons mener une réforme politique dans le pays. Bien sûr, quand le pouvoir est concentré dans les mains d'une seule personne et que cette personne a toujours le dernier mot, tout se finit comme une catastrophe absolue. Vladimir Poutine a pourtant réaffirmé son engagement de faire la lumière sur ce meurtre ce lundi. Une bonne volonté à laquelle ne semble pas croire la population venue rendre un dernier hommage à Boris Nemtsov. La petite quantité de gens qui lisent plutôt que de regarder des émissions de télévision, je veux dire ceux qui pensent avec leur tête, je ne sais pas s'ils peuvent vraiment changer les choses. Et je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que cela change. Je ne sais vraiment pas. Les autorités ont annoncé ce lundi qu'elles offraient 3 millions de roubles, soit à peu près 50 000 €, à quiconque donnerait des informations sur l'assassinat de l'opposant. En Argentine, en pleine polémique sur la mort du procureur Nisman, la présidente argentine Kirchner, elle, a mobilisé ses troupes la nuit dernière à Buenos Aires. Et dans un discours au Parlement, elle a rejeté les accusations dont elle fait l'objet concernant l'attentat de Lamia en 1994. Julia Ganancia. Cristina, c'est le peuple. Sur la place du Congrès, les militants pro-Kirchner, arrivés parfois de très loin, scandaient des slogans en faveur du gouvernement, pancartes à l'appui. Les kirchneristes tenaient à se mobiliser en nombre dimanche après la grande marche silencieuse du 18 février en hommage au procureur Alberto Nisman. Le procureur avait accusé la présidente d'entrave à la justice dans l'enquête sur un attentat antisémite qui avait fait 85 morts à Buenos Aires en 1994. Il est mort dans des circonstances mystérieuses le 18 janvier. Nous allons défendre Cristina et nous ne laisserons pas les gorilles l'empêcher de finir son mandat. Les médias ont amplifié les accusations qui ne viennent de nulle part, sans preuve, et qui ressemblent plus à une attaque frustrée. Mais pour l'opinion publique, le pouvoir est responsable de la mort du magistrat chargé d'élucider cet attentat et qui accusait Cristina Kirchner de protéger des responsables iraniens. Devant les parlementaires et la plupart des candidats à sa succession, Cristina Kirchner dresse un bilan de sa présidence
confiance et présente sa version des faits. Nous avons définitivement tiré l'Argentine hors de la dette. Que personne ne se trompe, les attaques de Lamia n'étaient pas contre les Juifs, comme il a été dit l'autre jour. C'était une attaque contre la République d'Argentine et le peuple argentin. La présidente péroniste de centre-gauche, 62 ans, avait succédé à son mari Nestor Kirchner en 2007. Si elle ne se présentera pas à la présidentielle d'octobre, c'est avant tout parce que la Constitution n'autorise pas plus de 2 mandats consécutifs. On va parler de football à présent pour évoquer un étonnant retournement de situation. Ça se passe en Allemagne, dans le championnat allemand. L'une des équipes phares de la Bundesliga, le Borussia Dortmund, avait totalement raté son début de saison à tel point qu'on parlait de relégation. Eh bien, en l'espace de quelques matchs, et grâce aussi à l'effet Ligue des Champions sans doute, eh bien, Dortmund a retrouvé ses couleurs jaunes et noires. Mathieu Topman. Le Borussia Dortmund s'impose lors du derby de la Ruhr. La remontée fantastique continue pour les Noirs et Jaunes. Après un début de saison catastrophique, ils viennent d'enchaîner une 4e victoire de rang. Je pense qu'après ce match, on peut dire que c'était vraiment une victoire très méritée. C'est clair. À Dortmund, le derby face à Schalke est le rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte et c'est devant un stade comble que se déroule la rencontre. Malgré l'ambiance électrique, le Borussia doit attendre la 78e minute pour ouvrir la marque. Dans la surface, Aubameyang anticipe la sortie du gardien et marque petit filet opposé. Le Gabonais est le nouveau super-héros des supporters et ne manque pas une occasion de faire le fanfaron. Tels Batman et Robin, Pierre-Emerick Aubameyang et Marco Reus veillent sur Dortmund. L'ancien joueur de Saint-Etienne est le meilleur buteur de son club avec 10 réalisations cette saison. La première mi-temps, j'ai eu pas mal d'occasions. Et je pensais que ça allait venir plus vite. Mais bon, il faut savoir être patient. Et finalement, c'est venu en dessous de la tribune. C'était magnifique. Une fois en pleine confiance, les Borussiens sont inarrêtables. Sur un débordement venu de la droite, Gundogan sert Mkhitaryan et l'Arménien marque son premier but de la saison. J'avais beaucoup d'occasions, mais je n'arrivais pas à marquer. Peut-être que je n'avais pas de chance, mais avec ce but-là, j'espère que dans les matchs prochains, je vais avoir aussi des occasions et j'espère d'être plus relaxé et pour faire encore des buts grâce à mes copains. Complètement déboussolé, Schalke va même encaisser un 3e but avant le coup de sifflet final. Marco Reus profite du manque d'expérience du gardien adverse et marque le but du 3-0. Dortmund ne terminera pas champion cette année, mais a gagné le derby. L'honneur est sauf. On évoque à présent une vidéo postée sur Facebook aux États-Unis et qui est peut-être tout simplement une nouvelle bavure policière visant un SDF. On en parle avec vous, Rudy Saada, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Spécialiste des réseaux sociaux. Alors cette vidéo qui fait le buzz depuis la nuit dernière et ça se passe à Los Angeles. Oui, ils sont plus de 5 300 000 internautes ce soir à avoir visionné donc cette vidéo terrible mise en ligne par un certain Anthony Blackburn sur sa page Facebook. Il a donc été témoin de cette scène. Il a posté la vidéo dimanche dernier. Ça se passe dans le quartier défavorisé de Skid Row, c'est près du centre-ville de Los Angeles. Alors en arrivant, la police est appelée pour un cambriolage à la base. En arrivant sur place, ils croisent 2 sans-abri qui se battent sous une tente. Ils tentent alors donc de s'interposer et de maîtriser donc les sans-abri et notamment un sans-abri connu sous le nom d'Africa avec donc un taser. Cela ne suffit pas, la scène dégénère. Je vous propose donc de regarder l'extrait que les internautes ont pu voir tout au long de la journée. Attention, ces images peuvent choquer.
Voilà, donc scène sans équivoque, hein, évidemment. Alors on entend dans cette scène, Rudy, le policier dire « lâche l'arme ». Ça veut dire quoi, que le SDF était armé ? Non, apparemment, non, il n'était pas armé. Et le Los Angeles Times a demandé des explications au patron de la police, Andrew Smith, qui a déclaré que le suspect a tenté de se saisir de l'arme de l'un des officiers. Cela dit, donc on l'a dit, aucune arme à feu n'a été découverte sur le SDF, qui succombera à ses blessures dès son arrivée à l'hôpital quelques minutes plus tard. Alors on sait qu'il y a eu déjà plusieurs affaires de ce type. Ça va de nouveau évidemment remettre sur la table le fameux problème des discriminations raciales dans la police aux États-Unis. Oui, alors pour l'instant, la police joue la transparence. 2 enquêtes ont été ouvertes, une par la police de Los Angeles et une par la police des polices. Alors c'est vrai, en parcourant les réseaux sociaux, même en regardant la vidéo qui dure plus de 4 minutes, les gens, les passants sont scandalisés. L'atmosphère est extrêmement tendue. On n'est finalement que quelques semaines après les drames de Ferguson et les drames de New York. Dans ces 2 cas, des policiers blancs avaient abattu de sang-froid Michael Brown et Eric Garner à New York. La justice avait décidé alors de ne pas poursuivre les policiers. Ça avait provoqué beaucoup d'émotions, une vague de contestation dans les rues, sur les réseaux sociaux, avec, on se souvient du hashtag I Can Breathe. Alors le débat sur l'équité de la justice aux États-Unis et aussi sur les violences policières est ce soir plus que jamais relancé. Voilà, avec risque d'émeutes aussi particulièrement, puisqu'on sait qu'il y avait eu de très violentes émeutes raciales également à Los Angeles dans les années 80. Merci Rudy Saada donc pour cette vidéo donc postée sur Facebook concernant la mort de ce SDF. On va se retrouver dans un instant pour évoquer les élections en Israël, avec justement le mouvement des tentes qui refait surface, une contestation sociale qui avait pris une ampleur considérable en 2011 et peut-être qui pourrait s'inviter dans la campagne électorale en cours. On ira dans un instant, en tout cas en direct à Tel Aviv, et puis on verra le reportage réalisé par Maël Benoliel. On parlera également de l'impact aussi du discours de Netanyahou devant le Congrès demain et tout à l'heure devant l'AIPAC avec nos invités. Donc dans un instant, juste après une petite pause. À tout de suite.